Des enquêteurs sont sur la piste d'un tueur en série. Il ne laisse rien d'autre derrière lui que des indices imperceptibles. Dans l'État du Maine, aux États-Unis, la police ne dispose que de quelques fibres pour faire accuser un dangereux violeur. Les indices existent, mais il est impossible de les comparer à des éléments concrets. Des enquêteurs de Floride doivent élucider un accident de voiture dont le récit est improbable. Les spécialistes légistes pourront-ils utiliser les fibres provenant du site de l'accident afin de découvrir ce qui est véritablement arrivé? La résolution de ces cas repose sur de minuscules fragments de fibres pratiquement invisibles à l'œil nu. Les scientifiques tissent en quelque sorte ces parcelles d'indices dans l'espoir de découvrir la vérité. En 1981, une randonnée paisible en périphérie d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, se termina par une terrible découverte. On retrouva le corps d'un jeune homme en bordure d'un champ. Pour les policiers, cette scène devenait par trop familière. Depuis près de 21 mois, ils avaient découvert une vingtaine de corps dans des champs, des terrains vagues et des routes peu fréquentées. Les victimes étaient toutes de jeunes hommes noirs. La plupart avaient été étranglés. Certains d'entre eux étaient encore des enfants. Au début, les enquêtes furent menées de façon routinière, mais la quantité de meurtres et leur similitude indiquaient qu'un tueur en série était à l'œuvre. Malheureusement, il laissait peu d'indices derrière lui. Les parents des victimes réclamaient des réponses. Le nombre croissant de cadavres obligea bientôt les policiers à former un groupe de corvée chargé de retracer tout indice qui lierait les meurtres les uns aux autres. Mais les meurtres continuèrent. Les citoyens des environs et même des médiums furent appelés à se joindre aux forces policières à la recherche de victimes et du meurtrier. Une somme de $100 000 fut offerte en récompense. Mais personne ne vint la réclamer. L'état de panique eut pour effet d'accroître les tensions raciales chez cette population du Sud. La police assumait que les crimes avaient été motivés par le racisme et s'était mise à la recherche d'un homme blanc. L'appel à la justice de la communauté noire était devenu assourdissant. Lorsque le nombre de victimes dépassa la vingtaine, les enquêteurs comprirent qu'ils devaient découvrir rapidement l'identité du meurtrier, car le temps jouait contre eux, et ils ne disposaient que de peu d'indices. On fit appel au micro-analyste Larry Peterson du bureau d'enquête de la Géorgie afin qu'il se mette à la recherche d'indices microscopiques. J'ai commencé par étudier chaque cas individuellement, puis je les ai comparés pour voir s'ils étaient liés. Peterson espérait que les fibres découvertes mettraient à jour le lien entre tueur et victime. Les fibres sont, de par leur nature, faciles à ramasser et difficiles à enlever. Elles fournissent un relevé pratiquement invisible de tous les endroits visités par une personne. Évidemment, chaque victime était littéralement recouverte de centaines de fibres, la plupart étant dénuées de sens. Découvrir lesquelles étaient importantes demanderait un effort soutenu. Chaque fibre prélevée sur une victime devait être comparée aux centaines de fibres prélevées sur la prochaine victime, et ainsi de suite, pour une vingtaine de victimes. Les analystes étaient conscients qu'ils devaient examiner des centaines de milliers de fibres et que cette tâche pourrait facilement leur prendre plusieurs mois. Il est difficile de déterminer automatiquement ce qui est important et qui provient, par exemple, de l'environnement du meurtrier, et ce qui provient de la maison de la victime ou des endroits qu'elle fréquentait.
L'utilisation d'un microscope stéréo permettait à Peterson d'examiner les fibres provenant des scènes du crime et des autopsies en 3 dimensions. Leur longueur, forme et texture indiquaient si elles provenaient d'un tapis résidentiel ou d'une automobile, par exemple. J'étais toujours à la recherche d'un indice qui me permettrait de lier tous les cas ensemble, en plus des fibres que j'avais déjà découvertes. Après avoir numérisé des centaines d'échantillons, Peterson classa les fibres qui présentaient des similitudes. Il retrouva sur la plupart des corps des fibres d'acétate de couleur violette ainsi que des fibres jaune-vert qui semblaient provenir d'un tapis. Plus les indices s'accumulaient, plus il devait utiliser des microscopes spécialisés. Il plaça les fibres de tapis sous un microscope comparatif à haute résolution afin de vérifier si elles provenaient de la même source. Cet appareil lui permettait de comparer les fibres côte à côte. Leur couleur et leur forme étaient identiques. Peterson fut encouragé par cette découverte. Peut-être venait-il enfin de découvrir le lien dont il avait besoin. Il disposait maintenant d'un élément de preuve qui suggérait que les victimes avaient été tuées par la même personne. S'il pouvait découvrir la source de ces fibres, il pourrait peut-être mettre le tueur sous arrêt. Par un heureux hasard, la structure de cette fibre présentait des particularités. Peut-être pourrait-il localiser son fabricant et s'approcher de la résolution de l'affaire. Mais il aurait à nouveau la tâche interminable de comparer cette fibre à des centaines d'échantillons provenant des fabricants de tapis, une tâche ardue qui ajouterait encore bien des semaines à l'enquête. Il ne pouvait s'en occuper seul. Hal Dedman, micro-analyste en chef du FBI, lui prêta secours. Mon rôle initial était d'assister le laboratoire judiciaire de l'État de Géorgie dans l'identification de ces fibres afin de retracer le fabricant. Mais pendant que les analyses des fibres s'éternisaient, d'autres jeunes hommes étaient assassinés. La ville d'Atlanta était plongée dans l'angoisse. C'est le journaliste Hyde Post du Atlanta Journal qui couvrait cette affaire. Pendant toute la durée de l'enquête, l'atmosphère dans la ville était d'un très grand sentiment d'impuissance. La police d'Atlanta cherchait désespérément des pistes à suivre. On prospecta les quartiers des victimes et les rues près desquelles avaient été retrouvés les corps. Les enquêteurs faisaient du porte-à-porte à la recherche de n'importe quelle information qui pourrait leur venir en aide. La nuit, les voitures de patrouille circulaient dans les secteurs à risque et surveillaient quiconque avait l'air suspect. Les policiers sur le terrain ne trouvaient rien de concluant, mais de leur côté, les micro-analystes semblaient se rapprocher de la provenance de leurs fibres. Les médias eurent vent que les enquêteurs tentaient de lier les meurtres d'Atlanta à l'aide de fibres. La publication de cette nouvelle n'arrêta cependant pas le meurtrier. Il n'en modifia que sa tactique. Soudainement, plutôt que de les retrouver dans les bois ou sur le bord d'un chemin, on a commencé à découvrir des cadavres dans les cours d'eau. Les victimes étaient partiellement ou complètement nues. Le meurtrier tentait-il ainsi d'éliminer les fibres qu'il laissait derrière lui? C'est ce que la justice croyait. Sans aviser les médias des changements d'habitude du tueur, la police embaucha quantité de recrues afin de faire surveiller les ponts d'Atlanta. Ces hommes attendaient patiemment de repêcher ce monstre qui leur filait entre les doigts depuis maintenant 22 mois. Pendant des semaines, les recrues se cachèrent sous les ponts pour y faire le guet. Leur travail leur valut le surnom de trolls. Il ne leur restait plus qu'à attendre que le tueur ne frappe à nouveau. «
Vers 2 heures du matin, le 22 mai 1981, le silence de la nuit fut brisé par le son d'un plouf dans la rivière Chattahoochee. Les trolls qui attendaient sous le pont du chemin James Jackson déployèrent leurs forces afin de découvrir la cause du bruit. Ils n'y parvinrent cependant pas. Ils notifièrent tout de même les officiers de garde qui interceptèrent une voiture et questionnèrent le conducteur. Son nom était Wayne Bertram Williams, un photographe pigiste de 23 ans qui se disait également promoteur de musique. Le profil de Williams ne correspondait pas à celui d'un tueur. En fait, son statut de jeune noir en faisait plutôt une victime potentielle. Williams déclara à la police qu'il rentrait d'un club de nuit où il était allé écouter un numéro de musique qu'il comptait promouvoir. La procédure dictait aux policiers de fouiller son véhicule, puis de prendre ses coordonnées avant de le laisser partir. Deux jours plus tard, le corps de Nathaniel Cater, 27 ans, remonta à la surface de la rivière Chattahoochee en aval du pont du chemin James Jackson. Cater, un homme noir, présentait les mêmes caractéristiques que les autres victimes. Les médecins légistes déterminèrent qu'il avait été étranglé. Il était mort depuis approximativement 2 jours. Les indices prélevés sur le corps de Cater furent envoyés à Peterson. 2 fibres avaient été prélevées dans les cheveux de la victime. Leur structure correspondait à celle retrouvée sur les autres victimes, mais leur couleur était différente. Peut-être avait-elle décoloré à cause de l'eau, ou bien y avait-il eu erreur. L'analyse de ces fibres sous une lumière polarisée confirma que c'étaient bel et bien les mêmes. La police décida de jeter un second coup d'œil à Wayne Williams. Un interrogatoire de Williams et une vérification de ses antécédents aida à dresser son portrait. Il était fils unique, surprotégé. Il avait abandonné ses études à l'âge de 19 ans. Personne ne l'avait vu à la boîte de nuit dont il avait parlé le soir, où les policiers l'avaient arrêté près du pont. Son alibi s'effondrait. Williams devint dès lors le suspect numéro 1. La police obtint des mandats de recherche pour sa maison et sa voiture. Williams, prétextant qu'il avait été accusé à tort à cause de sa couleur, tint une conférence de presse au cours de laquelle il proclama son innocence. Il ne permit cependant pas aux médias de prendre sa photo. They openly said, "You killed Nathaniel Cater, and you know it, and you're lying to us." They said that. Certains membres de la communauté noire trouvaient d'ailleurs anormal que Williams soit suspecté. Je crois que c'était très difficile pour cette communauté de croire qu'un noir ait pu commettre ces crimes et qu'il ait pu ainsi tuer d'autres noirs. Il n'y avait jamais eu de tueur en série de race noire auparavant. Le tueur en série type a environ 40 ans et il est blanc. Ce cas-ci était l'opposé. Au début des années 80, l'analyse de l'ADN ne se pratiquait pas encore. Les spécialistes légistes ne disposaient que de minuscules fibres. Elle semblait bien incriminer Williams puisque le plancher de sa maison était recouvert d'un tapis jaune-vert. Peterson y préleva tous les échantillons de fibres qu'il put. Il préleva également des poils de chien, les fibres d'un couvre-lit violet ainsi que du tapis du coffre arrière et de la boîte à gants de la voiture de Williams. Les fibres d'acétate violette ainsi que les fibres du tapis vert de la maison de Williams correspondaient à celles retrouvées sur à peu près toutes les victimes jusqu'à présent. Williams fut arrêté. Pour les spécialistes légistes, les preuves provenant des fibres étaient accablantes. Pour un jury, cependant, elles pouvaient porter à confusion.
Dans un des articles que nous avons écrits au début du procès, nous expliquions que les preuves les plus accablantes pouvaient être placées dans un dé à coudre. Williams n'était pas le seul à subir son procès. Le procureur savait fort bien que la science qui avait permis son arrestation serait scrutée, elle aussi, à la loupe. La défense ferait tout pour détruire la crédibilité de cette expertise. Si on fait suffisamment de recherches et qu'on découvre un autre foyer où se trouverait le même tapis vert, quelles sont les chances que l'auto ait le même tapis et que la famille ait le même couvre-lit, les mêmes jetés et les mêmes vêtements? C'est vraiment ça la clé. Il est impossible de retrouver la même combinaison. Le 27 février 1982, après 11 heures de délibération, le jury déclara Wayne Williams coupable du meurtre de 2 hommes. 10 autres meurtres lui furent attribués pendant le procès. Les forces policières concluèrent, grâce aux fibres, que les 27 meurtres qui s'étaient produits entre 1978 et 1981 étaient bien l'œuvre de Williams. Les crimes de Williams étaient les premiers à être résolus grâce au seul recours des fibres. La quantité et la variété retrouvées sur ses victimes lui avaient tissé son propre piège. Dans un autre cas, cette fois-ci dans l'État du Maine, les enquêteurs disposaient d'encore moins d'éléments pour capturer un autre meurtrier. Le 30 novembre 1990 fut une journée sordide dans le nord du Maine. Ce jour-là, un travailleur de la Cummings Concrete Corporation d'Alton alerta la police suite à la découverte du corps d'une jeune femme. La victime était face contre terre. Elle était nue, mis à part des chaussettes à ses pieds. Le reste de ses vêtements était empilé à côté du corps. Les policiers arrivés sur place contactèrent le détective Ed Thorne du poste de police voisin de Bangor. Ils savaient que ce dernier travaillait sur le cas d'une personne disparue depuis 1 mois. La victime semblait correspondre à la description de la femme disparue. Le laboratoire mobile de la police d'État fut appelé. Les enquêteurs étaient sur la trace d'un tueur. Des indices importants, tels que des traces de pneus ou des empreintes de pieds, devaient être prélevés rapidement avant que quelqu'un ne les détruise par mégarde. C'est l'enquêteur en scène du crime Craig Hanley de la police d'État du Maine qui supervisa le prélèvement des indices. Selon Hanley, le seul fait d'arriver sur la scène d'un crime peut compromettre les indices les plus fragiles. Si la scène n'est pas bien protégée, nous nous retrouvons avec des contaminants provenant parfois même des policiers. C'est très important pour nous de les interroger et de savoir exactement où ils ont marché, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont déplacé et enlevé. S'ils ont bien fait leur travail, ils ont tout noté et peuvent nous l'expliquer. Il n'y a rien de mieux pour un enquêteur que de retrouver une scène du crime en bonne condition. La scène fut enregistrée sur une bande vidéo et on prit des notes. On préleva des échantillons du sol et des débris. Il n'y avait aucune façon de savoir quels éléments étaient importants, surtout si l'on devait résoudre le cas à l'aide d'indices microscopiques. Les enquêteurs devaient répondre à 2 questions. Qui était la victime et qui l'avait tuée? Le corps fut envoyé au bureau du coroner où il fut autopsié et identifié. Ses vêtements et ses caractéristiques physiques correspondaient à Lisa Garland, 18 ans, la jeune femme dont Thorne était à la recherche. Elle avait été portée disparue 1 mois auparavant. Le médecin légiste confirma plus tard son identité grâce à la prise d'empreintes. Lisa Garland avait été vue pour la dernière fois à 1h du matin, le 27 octobre, alors qu'elle quittait le magasin où elle travaillait. Elle demeurait tout près.
Le détective Ed Thorne de la police de Bangor savait que Garland était rentrée chez elle après avoir quitté le magasin. Mais ce qui était arrivé par la suite était un mystère. De là, elle aurait marché ou aurait été ramenée chez elle à 150 mètres du magasin. Nous savons qu'elle s'y est rendue parce que nous y avons retrouvé son agenda, les clés de sa maison et tous ses effets. Les clés et les effets de valeur retrouvés dans sa maison suggéraient qu'elle n'avait pas quitté les lieux volontairement. Un mois plus tard, le détective Thorne et son collègue Bob Cameron découvraient que ce cas était en fait un homicide. L'autopsie révéla que la victime avait été violée, puis tuée par un violent coup porté à la tête. La plupart de ses organes étaient demeurés intacts à cause de la température fraîche du mois de novembre. Au laboratoire d'État du Maine, le chimiste Chris Montagna analysa les indices prélevés sur la scène du crime, notamment sur les chaussettes que portait la victime au moment de sa mort. Il espérait qu'elle recèlerait quelques secrets sur l'identité du tueur. Nous savions qu'un des éléments que nous allions analyser était ses chaussettes. J'ai commencé simplement par un examen visuel, à la recherche de cheveux, de fibres, d'herbes, tout ce qui pouvait provenir de l'environnement du meurtrier. Il découvrit des fibres de couleur marron. L'expérience lui dictait qu'elles provenaient d'un tapis d'automobile. En termes de preuves, ce n'était pas grand-chose. Mais Montagna pressentait que la résolution de ce cas se trouvait peut-être dans cette parcelle d'indices. En juillet 1991, une jeune fille de 15 ans faisait une randonnée à vélo sur un chemin isolé de York, dans le Maine, à environ 300 km au sud de Bangor. Une voiture s'approcha lentement et l'obligea à abandonner la route. Elle tomba sur l'accotement gazonné. Le conducteur sortit de la voiture, entraîna la fille dans les bois, où il la viola, la poignarda et prit la fuite, la croyant morte. Mais, fait incroyable, elle avait survécu. Après que son assaillant soit parti, elle parvint à se rendre à une maison voisine où elle demanda de l'aide. Au département de police de York, elle identifia immédiatement son assaillant à partir d'une photo judiciaire. Le suspect, David Fleming, était un violeur reconnu qui avait été libéré de prison seulement 9 mois auparavant. Dans un État aussi tranquille que le Maine, les nouvelles de cette nature voyagent rapidement. Après des mois de vaines recherches pour retrouver le meurtrier de Lisa Garland, le détective Thorne entendit parler du viol crapuleux de York. La police de Bangor s'intéressa aussitôt à ce David Fleming. Peut-être avait-il quelque chose à voir avec la mort de Lisa Garland. À York, l'ADN prélevé sur la victime s'avéra correspondre à celui de Fleming. Il plaida coupable pour le viol et l'assaut de la jeune femme de York et fut condamné à 80 ans de prison. Le cas du meurtre de Lisa Garland n'était toujours pas résolu. Les enquêteurs de Bangor étaient convaincus que s'ils parvenaient à comparer l'ADN de Fleming aux échantillons retrouvés sur la scène du crime, ils parviendraient à l'incriminer. Mais l'analyse de l'ADN serait longue. Aujourd'hui, elle s'effectue en seulement quelques semaines, mais au début des années 90, elle prenait des mois. Si les policiers voulaient prouver la culpabilité de Fleming dans le cas de Lisa Garland, ils devraient se fier à des preuves plus conventionnelles, comme dans ce cas-ci, des fibres de tapis prélevées dans sa voiture. Les fibres furent envoyées au chimiste Chris Montagna, qui les compara à celles prélevées 8 mois auparavant sur les chaussettes de Lisa Garland. Montagna plaça chaque fibre sur les plateformes individuelles d'un microscope comparatif afin de les analyser côte à côte. Après quelques ajustements, il constata que le motif de rayures claires et foncées des fibres s'alignait parfaitement. Lorsqu'elles étaient placées bout à bout, les fibres semblaient former un seul fil. Elles provenaient sans aucun doute de la même source.
les enquêteurs obtenaient enfin la percée qu'ils avaient tant espérée. Cette preuve permettait enfin aux détectives Thorne et Cameron d'associer des indices vieux de 8 mois à David Fleming. Le détective Bob Cameron comprenait l'importance des fibres dans cette affaire. La fibre qui a été retrouvée sur la chaussette de la victime correspondait à celle du tapis de la voiture que conduisait Fleming. Cela réduisait les probabilités considérablement, puisque ce tapis, de cette couleur en particulier, a été posé pendant seulement 1 an dans ce modèle de voiture. Les résultats ne mentaient pas. Les fibres provenaient de la même source. Mais cette minuscule preuve suffirait-elle à convaincre un jury hors de tout doute? Par bonheur, un autre indice dont personne n'avait tenu compte fut retrouvé dans le sac contenant le corps. Il s'agissait d'un petit fragment de bois qui semblait sans importance. Montagna remarqua qu'il avait été taillé en coin, ce qui lui indiquait peut-être qu'il avait été usiné. Après le succès obtenu avec l'analyse des fibres de tapis, Montagna demanda à ses analystes de retourner examiner la voiture de Fleming afin d'y chercher d'éventuels fragments de bois. À l'intérieur du coffre, sous un morceau de tissu, se trouvaient de petits bateaux de bois usinés. Fleming avait appris à travailler le bois pendant son séjour en prison. Montagna envoya le fragment et les bateaux au laboratoire pour les faire analyser. Les résultats étaient très incriminants pour Fleming. Le fragment était fait de pin blanc, de même que les bateaux, et le bois avait été travaillé de la même façon. On possédait maintenant 2 preuves majeures contre Fleming dans le cas de Lisa Garland. La fibre et le fragment de bois prouvaient tous deux que Garland s'était bien trouvé dans la voiture de Fleming. Malheureusement, ils ne prouvaient pas qu'il l'avait violée puis tuée. Faire la preuve du meurtre serait bien plus difficile puisque Fleming avait un alibi à toute épreuve. À peu près au moment de la disparition de Lisa Garland, il séjournait à l'hôpital pour de graves blessures. Lisa Garland avait été vue en vie la dernière fois alors qu'elle finissait son quart de travail au magasin de Bangor vers 1h du matin, le 27 octobre. Vers 6h du matin du même jour, David Fleming fut impliqué dans un accident de voiture qui l'obligea à séjourner à l'hôpital pendant 2 semaines. Les fibres démontraient que Garland s'était trouvé dans la voiture de Fleming, mais les détectives devaient découvrir à quel moment il s'y était retrouvé s'ils voulaient prouver que Fleming en était le tueur. Ce dernier disposait de 2 chances pour enlever Garland. La première était pendant les 5 heures entre le moment de sa disparition et le moment de son accident. La deuxième était la période de 2 semaines après son congé de l'hôpital et la découverte du corps de Garland. Un examen révéla qu'elle avait été tuée peu après son viol, mais la température fraîche qui avait permis la conservation de son corps rendait le moment précis de son décès impossible à déterminer. La police savait qu'elle n'avait pas pu se trouver dans la voiture de Fleming pendant son séjour à l'hôpital puisque cette voiture était en réparation. Si on pouvait prouver qu'elle était morte avant l'hospitalisation de Fleming, on démontrerait ainsi qu'il était bien son meurtrier. Les enquêteurs devaient trouver un moyen de découvrir le moment précis de sa mort. La police de Bangor apprit qu'une photo aérienne de la scène du crime avait été prise 2 semaines avant la découverte du corps de la victime. À l'analyse de ces photos, les enquêteurs firent une découverte surprenante. Au début, c'était flou et indistinct, mais un agrandissement permit de le confirmer. Dans la fosse se trouvait bel et bien le corps de Lisa Garland. On avait une preuve photographique que la victime était décédée avant l'hospitalisation de Fleming. Cela impliquait obligatoirement qu'elle s'était trouvée dans sa voiture avant son accident. Les fibres avaient permis de démontrer la présence de Garland dans la voiture de Fleming. La photo établissait maintenant le moment de sa mort. Tous les éléments confirmaient que Fleming était bien son meurtrier. Les détectives Thorne et Cameron savaient qu'ils disposaient de tout ce qu'il fallait pour faire inculper leur homme. Mais vint ensuite la preuve irréfutable. L'analyse de l'ADN de la scène du crime était enfin terminée.
L'analyse de l'ADN a été faite au labo du FBI et les résultats prouvaient qu'il s'agissait bien de l'ADN de Fleming. Les fibres prouvaient le lien entre la victime et la voiture. La photographie établissait le moment approximatif de sa mort. Et l'accident lui enlevait définitivement l'opportunité de s'en sortir, puisqu'il précisait encore davantage le moment du meurtre. Le 22 mars 1995, David Fleming fut accusé du viol et du meurtre de Lisa Garland. Il écopa d'une sentence de prison à vie, en plus de 80 ans pour le viol de York. Les fibres tissent des liens entre tueurs et victimes, mais dans ce nouveau cas en Floride, les enquêteurs les utilisèrent plutôt pour reconstituer les circonstances d'un accident de la route fatal. En 1994, sur une route de Tallahassee dans l'État de Floride, une douce soirée d'octobre se termina de façon tragique. Parmi des éclats de bouteilles de bière, des branches d'arbres et des pièces de tôle tordues, se trouvait le corps sans vie de Michael Manella, 30 ans. Une deuxième victime du nom de Curtis Davison était allée chercher de l'aide avant de retourner sur les lieux du drame où il était tombé inconscient. Pendant que les ambulanciers soignaient Davison, la police de Tallahassee évaluait la scène de l'accident. Le temps est un facteur important dans le cas d'un accident de la route. Au contraire d'un homicide où les officiers peuvent restreindre un secteur pour y retourner plus tard, les enquêteurs d'accident ne disposent que d'une chance pour recueillir les indices. La circulation doit revenir à la normale le plus rapidement possible. Ces derniers se fient d'ailleurs généralement aux témoignages des passants comme première source d'information. Mais dans ce cas-ci, personne n'avait assisté à l'accident nocturne. Personne, sauf le seul survivant, Curtis Davison, qui n'était pas apte à faire des déclarations. L'enquêteur en homicide accidentel, Mike Walker, dut donc se fier à sa seule expérience lors de son observation des lieux. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que le côté du passager était presque complètement détruit. La portière du passager était pratiquement arrachée du véhicule et nous avions le côté du conducteur intact. Pour Walker, cela signifiait que le passager était le plus enclin à avoir subi des blessures. Il était improbable qu'il ait survécu, encore moins qu'il ait pu marcher. Pourtant, Davison déclara qu'il était bien le passager. Peut-être par miracle était-ce vrai, mais il était également possible que Davison mente pour éviter d'être accusé de la mort de son ami. Il était du ressort de Walker de découvrir la vérité. Les enquêteurs questionnèrent des témoins qui avaient vu les deux hommes avant l'accident. Selon eux, les deux hommes s'étaient rencontrés dans un bar du coin après le travail où ils avaient bu plusieurs consommations. On les avait ensuite vus le même soir dans un autre bar. Vers 1h du matin, ils en étaient sortis pour quitter les lieux en voiture. Malheureusement, personne ne savait qui avait pris le volant. Les détectives devraient se fier à l'analyse légiste seule pour leur indiquer qui conduisait. Mais d'abord, ils devaient obtenir des informations à propos de l'accident en tant que tel, comme la vitesse de la voiture, par exemple. Le lendemain matin, Walker retourna sur la scène de l'accident avec son partenaire David Folsom, qui recueillit les indices dont il avait besoin. Le véhicule suspect, la 300ZX, se dirigeait vers le nord. Alors qu'elle s'engageait dans la courbe, elle a perdu le contrôle. Le conducteur vira pour suivre la courbe, mais la force d'inertie de la voiture le poussa à continuer vers l'avant. Alors que la voiture quittait la route, elle commença à tournoyer, puis percuta un arbre. Le véhicule a continué de glisser sur le côté et a frappé un deuxième arbre. Cette collision l'a projeté vers le haut et il est retombé sur l'accotement, 12 mètres plus loin.
Lorsqu'un véhicule change de direction à haute vitesse, ses pneus glissent sur les côtés et laissent des marques sur la chaussée. Les analystes peuvent déterminer la vitesse d'un véhicule qui a perdu le contrôle en mesurant ces marques de friction. L'analyse nous a révélé que la voiture roulait à une vitesse approximative de 150 km/h. Depuis le début de l'enquête, les policiers pressentaient que l'alcool avait peut-être joué un rôle dans l'accident. Des bouteilles de bière avaient été retrouvées sur la scène et les ambulanciers et les agents de police avaient détecté une odeur d'alcool dans la laine de Davison et sur le corps de Manella. Si Davison était le conducteur et qu'il était ivre, il fallait tester le niveau d'alcool dans son sang rapidement. Un échantillon de son sang fut prélevé 2 heures après l'accident. Comme nous soupçonnions qu'il était le conducteur, il était très important que nous prélevions un échantillon de sang, parce que l'alcool se dissipe rapidement du système sanguin. Walker et Folsom envoyèrent l'échantillon le matin même au laboratoire judiciaire du département de justice de Floride pour mesurer le taux d'alcoolémie. L'analyste commença par prendre une portion déterminée du sang qu'elle voulait tester, puis elle le plaça dans une fiole stérilisée. L'alcool est une substance volatile. Le sang est agité et l'alcool s'évapore et occupe l'espace libre de la fiole. C'est ce gaz et non le sang lui-même qui est analysé. Le gaz est tiré dans un chromatographe qui identifie les composantes et leur concentration. L'ordinateur cherche spécifiquement l'alcool dans le gaz et fournit une réponse après environ 10 minutes. Dans le cas de Davison, les résultats indiquaient que le niveau d'alcool était à 0,04, soit en dessous de la limite prescrite par la loi de Floride. Mais son sang avait été prélevé à l'hôpital et non pas au moment même de l'accident. L'analyste, connaissant la vitesse de la dissipation de l'alcool, calcula le taux de Davison 2 heures plus tôt, soit au moment où l'accident s'était produit. Le niveau d'alcool dans le sang de Davison au moment de l'accident fut estimé entre 0,06 et 0,08. Dans l'État de Floride, un taux supérieur à 0,05 est considéré comme illégal. Les enquêteurs devraient cependant encore prouver que c'était bien lui qui se trouvait derrière le volant. De retour au bureau, Walker jeta un œil à des photos de l'accident et les compara à ses notes. La version de Davison était illogique. En tout premier lieu, il y avait le système de protection. Walker se rappelait avoir constaté que le sac gonflable du conducteur s'était déployé. Ce genre de sac fixe le conducteur sur son siège. Si Manella avait été au volant, il n'aurait pas pu être éjecté ainsi. Pourtant, son corps avait été retrouvé à 12 mètres de la voiture. Par contre, la ceinture de sécurité du passager ne semblait pas avoir été utilisée. Quiconque était assis dans ce siège pouvait facilement être éjecté. Un autre élément paraissait singulier. On avait retrouvé l'empreinte ensanglantée d'une main sur la porte du conducteur. Elle était trop barbouillée pour être analysée, mais il était presque impossible que Manella soit sorti par là après l'accident. Selon Folsom, cependant, il fallait éviter de sauter aux conclusions trop rapidement. On ne pouvait pas présumer que s'il y avait une empreinte de sang, c'est parce que le conducteur l'avait faite. Elle pouvait provenir de ce qu'on appelle la contamination d'une scène. Un des ambulanciers avait pu la faire. Mais c'était suffisant pour semer un doute quant à l'identification du conducteur, s'il s'agissait de l'homme vivant ou de l'homme décédé. Les analystes ne manquaient pas d'éléments ou d'indices, mais ils devaient leur donner un sens. L'enquêteur en accident, Mike Walker, fit remorquer la voiture à la fourrière de la police pour la faire analyser.
Walt Schwab est analyste au laboratoire du département de justice. Une de mes tâches en tant qu'analyste de scène de crime est d'examiner un véhicule sans aucune influence extérieure. Souvent, je l'examine et j'essaie de ne pas connaître de détails au sujet du cas. Cela me donne un regard objectif. Ainsi, je peux tirer mes propres conclusions à partir de ce que les indices me suggèrent. Afin de reconstituer les événements, Schwab commença par examiner la ceinture de sécurité du conducteur en l'attachant comme si quelqu'un la portait. Il remarqua alors des taches sur la ceinture près de la porte. L'analyse confirma qu'il s'agissait de sang humain. Cela indiquait que la ceinture était sans doute attachée au moment de l'accident. Cela signifiait également que celui qui la portait n'avait probablement pas été éjecté de la voiture. Les indices pointaient à nouveau vers Davison. Ces indices étaient suggestifs mais fragiles. Même si on faisait la preuve qu'il s'agissait du sang de Davison, la défense pourrait rétorquer que le sang avait été projeté lorsque la voiture tournoyait ou que Davison l'avait taché après l'accident alors qu'il titubait autour de la voiture. Pour élucider cette affaire, les enquêteurs devaient chercher des indices qui correspondaient à 3 critères. Premièrement, l'indice devait avoir été fait au moment de l'impact. Deuxièmement, il devait être unique à l'individu qui l'avait laissé. Et troisièmement, il devait prouver indubitablement où étaient assis les 2 hommes. Les enquêteurs comptaient sur les fibres pour répondre à ces questions. Ils firent appel au service de la microanalyste Paula Sauer du laboratoire judiciaire régional. Walker et Folsom remirent à Sauer les différentes pièces à conviction provenant de l'accident, notamment le tableau de bord portant 2 marques ainsi que les vêtements des victimes. Les marques se trouvaient du côté du passager. On présuma qu'elles avaient été causées par le contact de ses genoux. La force de l'accident avait été telle que la friction avait produit de la chaleur et que des fibres s'étaient pour ainsi dire collées au vinyle. Il y avait plusieurs fibres qui étaient collées au tableau de bord directement devant le siège du passager. L'examen au microscope a révélé que ces fibres étaient les mêmes que celles des pantalons de Manella. Les indices indiquaient que Manella était bien assis du côté du passager. Mais Sauer ne s'arrêta pas là. Elle examina avec soin chaque pièce afin d'être certaine que ses résultats étaient probants. Elle passa ensuite à l'analyse de cheveux et de fibres synthétiques qui se trouvaient dans les fissures du pare-brise du côté du passager. Michael Manella portait un postiche composé à la fois de cheveux humains et de fibres synthétiques. Si les fibres de sa perruque correspondaient à celles du pare-brise, la preuve que Manella était le passager et Davison le conducteur serait irréfutable. Un examen des cheveux synthétiques fait à l'aide d'un microscope à haute résolution démontra que les fibres du pare-brise correspondaient bien au postiche de Manella. La taille des molécules de ces fibres requérait cependant l'utilisation d'un appareil de haute précision. Pour compléter sa comparaison, Sauer utilisa un spectromètre à infrarouge. Cet instrument est utilisé pour déterminer la classe générique des fibres synthétiques. On peut ainsi découvrir s'il s'agit de nylon, de polyester ou d'acrylique. Cette technique est très efficace parce que nous examinons les molécules qui constituent ces fibres, ce qui nous donne une identification très précise. Les caractéristiques des 2 fibres furent affichées sur un ordinateur. Les lignes rouges représentent les fibres de la perruque. Les lignes vertes représentent celles prélevées dans le pare-brise. Elles étaient absolument identiques. Jusqu'à présent, tout indiquait que Manella était assis du côté du passager. Si c'était vrai, cela signifiait que Davison avait laissé son empreinte près du siège du conducteur, fort probablement dans le sac gonflable qui s'était déployé à 150 km/h.
Sauer analysa les fibres qui s'étaient collées au tissu du sac gonflable. Elle retrouva 9 fibres qui correspondaient au pantalon de Davison. Sa conclusion fut formelle, c'était bien Davison qui conduisait. Paula Sauer s'était servi de ses instruments sophistiqués pour clarifier la scène. Elle avait prouvé que Manella était à la place du passager et que Davison était le conducteur. Ces preuves furent déposées auprès du procureur d'État qui démontra que Davison avait menti lorsqu'il avait raconté les événements qui s'étaient produits dans les premières heures du 6 octobre 1994. Le procureur déclara qu'après avoir bu toute la soirée, Curtis Davison avait pris place derrière le volant de la Nissan 300ZX de Manella. Probablement excité à l'idée de conduire une voiture sport, Davison avait poussé l'accélérateur à fond sur cette petite route. Ignorant les limites de vitesse, Davison avait poussé l'accélérateur jusqu'à 150 km/h. Dès qu'il amorça le virage, Davison perdit le contrôle. La voiture ne répondant plus aux commandes, elle glissa sur l'accotement et percuta un arbre. Michael Manella, assis à la place du passager, fut éjecté du véhicule. Il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Le bolide continua à tournoyer, heurtant un deuxième arbre avant de retomber sur l'accotement. Davison avait eu la vie sauve grâce au sac gonflable. Il s'extirpa de la voiture et en fit le tour à la recherche de Manella. Sa main avait laissé une empreinte de sang sur la porte. Manella gisait mort sur la route. Davison partit quérir de l'aide. Le jury de la cour de Tallahassee ne prit que 10 minutes pour déclarer Davison coupable d'homicide involontaire et de négligence criminelle. Il fut condamné à 7 ans de prison. L'analyse de minuscules fibres banales a permis l'inculpation de 3 hommes qui niaient toute implication dans leurs crimes respectifs. Grâce à l'habilité des scientifiques légistes à identifier la structure même des fibres dans leurs plus infimes particularités, justice peut être faite.